donc Maxime Amblard, Christophe Cérizera et Samuel Novakovski-Deloria, Cyril Imbert, Maëlle Penny et Anna Giliska des archives.carré. Donc, on espère aussi que vous allez nous aider à gérer cette question également. Mais je me permets juste de faire quelques remarques générales sur le problème qui nous intéresse. Donc, en ce qui concerne les applications du traçage, telles que le Stop Covid, il y a une poignée des pays qui sont allés très vite. C'est le cas notamment de l'Autriche, le 25 mars. La Stop Corona App, développée par la Croix-Rouge locale, a permis d'enregistrer les contacts rapprochés par Bluetooth et prévenir les utilisateurs en cas de dépistage positif dès l'un d'entre eux. En Islande, ça a également été mis en œuvre. Les Norvégiens peuvent télécharger l'application SmithStop sur la base du volontariat. Elle utilise les GPS pour suivre les déplacements des utilisateurs et les Bluetooth afin d'identifier les personnes côtoyées de près. La République tchèque a lancé début avril un vaste programme de dépistage aussi. Les autorités ont lancé plusieurs applications de ces types et c'est tout à fait impressionnant le travail qu'ils ont fait. D'ailleurs, la République tchèque vraiment s'en sort exceptionnellement bien de cette pandémie de la Covid. C'est d'ailleurs ça la question qu'il va falloir que nous posions aujourd'hui. Est-ce que les pays qui s'en sortent bien, ils se sortent bien précisément parce qu'ils ont utilisé des nouvelles technologies ou bien parce qu'ils ont employé d'autres moyens qui étaient à leur disposition pour contourner la maladie. Certains pays ont écarté l'hypothèse d'une telle application pour le moment. En Belgique, par exemple, le débat a déjà été vif pour mettre en place les cadres légaux pour les suivis des contacts manuels. L'idée d'une application sur smartphone, présumée complémentaire, n'a pas été retenue pour l'instant. La Suède, qui a refusé les confinements obligatoires, n'est pas davantage favorable à une application. Aux Pays-Bas, une certaine confusion règne après une première sélection très contestée de plusieurs systèmes. Puisqu'effectivement, il y a d'un côté des pays qui privilégient une solution dite centralisée, c'est le cas de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Italie. En Allemagne, les débats a été si électrique que le gouvernement a décidé de basculer vers les modèles décentralisés. D'autres pays ont fait le même choix que l'Allemagne, notamment la Suisse, puis l'Italie. La Pologne et l'Espagne hésitent pour l'instant. Ces modèles décentralisés, il est supervisé par Apple et par Google, donc peut-être on va en parler d'ici quelques instants, mais c'est tout à fait intéressant. Ils ont annoncé en mi-avril travailler à un dispositif de suivi des contacts à l'intérieur même de leur smartphone qui pourront être utilisés par les autorités sanitaires. Donc, les deux géants des technologies ont fait le choix d'adopter un fonctionnement décentralisé. Les pays adeptes de la solution dite centralisée, dont la France, doivent donc choisir entre persister au risque de développer une application dont le fonctionnement sera bridé ou bien revenir sur leur choix sanitaire. Ça, c'est le dilemme qui a été posé notamment par Le Monde. Là, je cite Le Monde en vous parlant de cela. Nous avons Guillaume Popard, un directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui nous dit « Les modèles décentralisés donnent un appel à Google par le biais des smartphones un rôle épidémiologique, médical. Nous n'avons pas choisi cette voie là, car on considère que c'est une question de souveraineté. L'État doit rester à la manœuvre et ne doit pas se dessaisir de ce genre de problèmes au profit des géants du numérique extra-européens. C'est délaisser d'une partie de notre souveraineté, c'est toujours un risque. Voilà la position française qui n'est pas surprenante. La France a tendance à choisir effectivement les solutions davantage centralisées. Le cryptologue Serge Vaudenet nous dit notamment que dans un système centralisé, la personne diagnostiquée positive révèle son identité et celui de ses contacts, mais l'adversaire n'est que le serveur centralisé. Dans un système décentralisé, nous dit-on, du côté français, il révèle seulement son identité, mais l'adversaire peut être n'importe qui. C'est intéressant
intéressant de voir ces discours des adversaires possibles. Et le cas de Singapour est tout à fait intéressant et je vais juste dire 2-3 mots à ce sujet avant de poser quelques questions éthiques qui me paraissent essentielles. Donc, le cas de Singapour est intéressant parce que c'est un État technologiquement avancé, mais autoritaire. Et il était l'un des premiers pays à introduire une application de recherche de contacts. Il a pu initialement contenir la propagation des virus. Mais la conclusion à laquelle beaucoup sont parvenus est fausse, apparemment. Ce n'est pas l'application électronique, donc ce n'est pas une application sur les smartphones qui a joué ici. C'est bien l'obéissance, c'est bien la discipline et surtout l'isolement des cas des personnes malades qui a joué dans les cas de Singapour. Le rôle du suivi des contacts dirigé par l'homme était beaucoup plus important. Donc, nous dit-on que les équipes des personnes, y compris les policiers recrutés pour aider à l'effort, ont mené des entretiens avec des personnes qui avaient contracté le coronavirus. Donc, c'était vraiment un travail humain, en un sens qui a fait que la situation dans ces pays a été particulièrement bonne. Et donc, effectivement, ils ont isolé ces cas positifs qui a complètement changé la donne. C'était quelque chose que la France n'a évidemment pas fait. Bien. Donc, face à toutes ces difficultés, il y avait plusieurs tentatives d'envisager effectivement un ensemble d'idées, de guidelines éthiques. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot principe parce qu'il ne s'agit pas de principes qui viennent d'un ciel des idées, mais vraiment il s'agit des idées qui sont élaborées dans les contextes concrets, devant les besoins concrets qui se présentent aujourd'hui. Donc, dans The Nature, le 28 mai, est paru un article qui suggère que ce serait bien que toutes les applications de traçage puissent être confrontées à 16 questions fondamentales. J'aimerais bien vous lire quelques-unes au moins de ces 16 questions fondamentales pour que vous puissiez vous faire une vague idée de ce qui paraissait aux auteurs de cet article dans Nature comme quelque chose d'absolument essentiel pour l'acceptabilité de ces applications. Les auteurs de cet article, ce sont effectivement le plus grand spécialiste de la philosophie de l'informatique, notamment actuellement au monde. Donc la première question, de toute évidence, c'est la question de savoir si cette application est nécessaire. Donc oui, elle doit être développée pour sauver des vies, ou non, il existe de meilleures solutions. Donc évidemment, il va falloir que nous répondions à cette première question. Est-ce que vraiment cette application a ce potentiel de sauver des vies? Ensuite, est-ce qu'elle est proportionnée? Oui, la gravité de la situation justifie l'impact négatif potentiel, ou non, l'impact négatif potentiel est disproportionné par rapport à la situation. Elle est suffisamment efficace, opportune, populaire et précise. Et donc oui, les preuves montrent qu'elle fonctionnera, ou non, elle ne fonctionne pas bien, disponible trop tard ou trop tôt, ne sera pas largement utilisée, etc. Est-elle temporaire? Quatrième principe, assez fondamental, effectivement. Oui, il existe une date explicite et raisonnable à laquelle elle cessera, ou non, il n'y a pas de date de fin définie. Est-elle volontaire? Faut-il un consentement? Donc oui, évidemment, il faudrait qu'il y ait ces consentements. Les données sont-elles gardées privées et l'anonymat des utilisateurs est-il préservé? Donc oui. Les utilisateurs peuvent-ils effacer les données? Oui, il faut qu'ils soient capables d'effacer les données. Le but de la collecte des données est-il défini? Il faut le définir clairement, de toute évidence. Le but est limité? Oui. L'application est utilisée pour les traçages et les suivis des COVID uniquement. Parce que là, le danger, évidemment, est celui de se dire, non, elle peut être, pour le coup, l'application régulièrement mise à jour pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires qui étendent cette fonctionnalité. Donc, par exemple, pour tracer les manifestants. On peut envisager ces genres d'applications, évidemment pas désirables. Est-elle utilisée uniquement à des fins de prévention? Oui, il faut qu'elle soit utilisée à ces fins. Est-elle utilisée pour renforcer l'obéissance? Non, l'application n'est pas utilisée pour changer un comportement. Est-ce qu'il s'agit d'une application open source? Il faut que ce soit une application dont le code est disponible publiquement. Est-ce que l'application est disponible à tout le monde? Est-ce qu'elle est gratuite? Est-ce qu'elle marche avec tous les téléphones? Ça, c'est la question 15. Et est-ce qu'il y a un processus de démantèlement qui est prévu? Donc oui,
il doit exister un processus pour l'arrêter. Donc voilà une série de questions qui paraissent absolument fondamentales pour celles et ceux qui ont envisagé à des aspects, à des questions éthiques engagées dans la création de ce genre d'applications. Et évidemment, la première question que j'ai envie de poser, mais on va se la poser à tous et toutes d'ici quelques instants, c'est est-ce que l'application Stop Covid répond positivement à toutes les questions qui ont été posées par les auteurs qui ont publié dans The Nature, ou bien s'il y a là quelques petits problèmes. Donc ça, c'est ma question fondamentale. Mais avant de poser cette question et aussi avant de lancer véritablement la discussion autour de tout cela, j'aimerais bien donner la parole d'abord à Maëlle Peigny qui est à côté de moi et ensuite à Samuel Nowakowski qui vont partager avec nous quelques idées à propos de tout ce qui nous intéresse dans ces contextes. Cher Maëlle. Alors, est-ce que vous m'entendez bien, j'espère? Anna, vous devriez m'entendre moi, normalement. Alors, juste pour ouvrir la discussion, je vais me limiter, moi, à deux remarques de cadrage de la discussion. Une très générale et une particulièrement pertinente, je pense, pour le cas français. Alors, un angle mort, je pense, de l'article que Anna vient de mentionner sur les Ethical Guidelines, c'est une question classique de la pensée, disons, mise à la défense de la respect des libertés et de la vie privée, ce qui c'est la pensée des dérives institutionnelles provoquées par l'état d'exception. On sait que les états d'exception, que ce soit la guerre, les catastrophes naturelles, et là, pour le coup, les pandémies, sont en général un moment privilégié d'exercice du pouvoir de l'État, et notamment du pouvoir coercitif de l'État. Ce n'est pas une nouveauté de la philosophie politique de 2020 que de dire ça, et ça s'est très bien vu durant la période Covid-19. Et alors, ça pose deux problèmes, c'est-à-dire le premier, c'est qu'est-ce qui se passe pendant l'état d'exception, et dans le cas de notre application Covid-19, qu'est-ce qui va se passer à la fois en termes de respect de la vie privée de par l'État, mais aussi de par les potentielles attaques de pirates ou d'autres institutions sur les données des utilisateurs. Mais surtout, aussi et surtout, qu'est-ce qui se passe après l'état d'exception? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un état d'exception reste un état d'exception en réalité? Et ça, c'est une question qui n'est abordée qu'à la marge, je trouve un peu malheureusement dans cet article. Bon, vous voyez, la dernière question, c'était la question du démantèlement de l'application, qui est évidemment un peu essentielle pour tout cela, mais c'est quand même un peu à la marge. Alors moi, je voudrais la mettre un petit peu plus au centre, parce que c'est une question classique. L'inquiétude qui est provoquée par de nouveaux dispositifs législatifs et de nouveaux dispositifs techniques comme l'application Stop Covid, ce n'est pas tant ce qui va se passer dans les quelques mois qui viennent, mais ce qui se passera après. Alors, pour donner un élément de contexte à tous ceux qui nous écoutent, le décret permettant l'application de Stop Covid prévoit tout de même la destruction de toutes les données 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, et aussi la destruction à terme de l'application. Elle prévoit aussi que pour les individus qui ont signalé donc qu'ils avaient été contaminés, leurs données ne sont conservées, je crois que, si ma mémoire est bonne, que 15 jours après le signalement. Donc il y a aussi une réduction de 15 jours pour chaque individu. Il y a une réduction globale pour toute l'application à 6 mois après l'état d'urgence sanitaire. Donc il y a quand même eu des mesures de limitation qui sont incluses dans le décret en l'occurrence. Mais la question générale demeure, c'est l'état d'exception, qu'est-ce que ça fait sur le long terme? Et qu'est-ce que ça fait quand on retourne à la normale? Et est-ce qu'on retourne bien à une normale qui était comme celle qu'on avait avant ou dégradée? Donc ça, pour moi, c'est vraiment une question à mettre au centre de la réflexion, en sachant qu'elle ne se pose pas que pour l'application de Stop Covid, elle se pose pour l'ensemble des mesures qui sont prises dans la période d'urgence sanitaire, parce que la principale mesure qui a été prise pratiquement partout, qui sont les mesures de confinement,
C'est aussi une mesure de restriction des libertés. C'est une mesure sur les déplacements, c'est une mesure de restriction sur les rassemblements publics. Donc, c'est des mesures de restriction des libertés aussi. Il ne faut pas l'oublier que le confinement, c'est aussi une mesure massive de restriction des libertés. Et que même si ça a peut-être fait tendance à faire un peu moins peur, parce que contrairement à un outil technique qui a plus vocation à durer, on peut se dire le confinement, une fois qu'il est terminé, il est terminé, tout le monde voit bien qu'il est terminé. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, je pense, dans la mesure où il peut y avoir une dégradation des pratiques, il peut y avoir aussi des exceptions législatives qui s'instaurent. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça, je pense, à long terme. Donc, il faut penser, je pense, cette question de la restriction des libertés et du respect de la vie privée, à la fois sur le long terme et globalement, pas seulement s'enfermer dans juste Stop Covid tout seul. Surtout que quand on parle des mesures de lutte contre la pandémie, on parle d'un cocktail de mesures, on ne parle pas d'une mesure prise à l'isolement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais rapporter, qui est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, probablement parce que je suis un petit-fils à mes mamies et que mes mamies sont encore en vie. Donc la question mamie est pour moi très importante. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas que pour moi, parce que les statistiques vous montrent bien, au niveau mondial comme au niveau français, que les personnes âgées sont les premières victimes de cette pandémie, et de très loin. Alors, je ne vais pas vous faire attendre que je me remette les chiffres sous les yeux, mais je crois que l'âge moyen des décès, c'était 72 ans, et qu'on avait à peu près 75% des victimes qui avaient plus de 65 ans. Donc, c'est vraiment une maladie qui a touché de plein fouet les personnes âgées, ce qui n'est pas le cas de toutes les pandémies. Certaines pandémies comme les malarias ou la grippe espagnole avaient beaucoup touché les enfants. Mais ici, ça va être les personnes âgées qui ont été surtout touchées, et ça, c'est un phénomène mondial. Et particulièrement grave dans le cas français, on a pratiquement la moitié des victimes qui viennent juste des EHPAD. Juste des EHPAD. Je vous invite à lire l'article du numéro de juin du Monde diplomatique sur la situation des EHPAD qui fait un bon tour d'horizon là-dessus. La situation des EHPAD français a été catastrophique, et on s'est retrouvé avec le paradoxe que la population la plus vulnérable, c'est-à-dire la population âgée en général et en particulier les populations âgées dépendantes dans les établissements de santé publique, ont été les populations sacrifiées. Donc là, à la fois en termes d'attribution des moyens et puis d'instructions aussi explicites qui ont été envoyées aux docteurs dans les EHPAD d'envoyer certains patients vers les soins palliatifs directement, sans même essayer de les envoyer à l'hôpital, a bien montré que le gouvernement, même si ce n'est pas de façon publiquement assumée, a décidé que les anciens seraient les personnes à sacrifier. Donc on a ce paradoxe de la politique sanitaire française qu'on a sacrifié la population la plus vulnérable. Ce qui est un choix qui mérite d'être discuté. Et pourquoi c'est important cette discussion pour moi de Stop Covid? Tout simplement parce que Stop Covid, c'est quelque chose qui est avant tout pertinent pour les gens qui sont mobiles et qui voient du monde. Tandis que chez nous, la première population vulnérable, c'est les gens qui ne sont pas mobiles, c'est-à-dire les gens qui sont dans les EHPAD et qui sont contaminés par les soignants, c'est-à-dire les gens qui viennent de l'extérieur et qui sont les seuls à avoir contact avec eux. Et en plus, la question généralise à beaucoup de personnes âgées qui sont peu mobiles et qui, en période de Covid, se sont enfermées chez elles pour limiter leurs contacts. Donc, les premiers concernés, c'est-à-dire les personnes âgées peu mobiles avec peu de contacts, sont les moins concernés par cette application Stop Covid. Et encore une fois, c'est la majorité des victimes dont on parle. Donc, si on fait de Stop Covid le premier enjeu de la politique sanitaire, on va reproduire un angle mort à la fois de la discussion et de la politique gouvernementale française, qui a été d'oublier les premières victimes. Et ça serait, je pense, une grave erreur dans un débat éthique et politique. Je pense que notre attitude par rapport à nos anciens, notre politique sanitaire par rapport à nos anciens, les choix qui ont été faits de sacrifier nos anciens, sont non seulement quelque chose qui nous interroge éthiquement et politiquement de façon très profonde, mais aussi peut-être expliquer pourquoi on a eu autant de victimes. Parce que, évidemment, quand on ne priorise pas les gens les plus vulnérables, on peut le payer sur les victimes cumulées à la fin. Donc, j'espère que ça sera un élément de la réflexion important aujourd'hui. Merci, Anna. Merci infiniment, Maëlle. C'est vraiment une très belle réflexion. Du coup, cher Samuel, c'est à toi. Merci, Anna. Bon, c'est toujours un peu stressant de se retrouver à parler devant un écran, mais je vais essayer d'être assez clair dans ce que j'ai à vous dire. En fait, donc pourquoi aborder ce sujet-là? Je pense que ça peut se faire sous différents aspects et différentes dimensions.
Alors, je mettrai un certain nombre de choses sur la table comme ça, et après, l'idée, c'est qu'on en discute, quoi. La première chose que sur laquelle je voudrais mettre le doigt, c'est le nom de l'application. Ça s'appelle Stop Covid. Pensez-vous que l'application en elle-même puisse stopper l'épidémie, la diffusion de la maladie, et ainsi de suite? Donc, il y a déjà quelque chose qui m'inquiète toujours dans la façon dont on emploie certains mots, certaines expressions. Et je pense que ces temps de pandémie, de confinement, de post-confinement ont été riches en tout un tas de mots, ont enrichi notre vocabulaire de choses qui sont vraiment questionnantes. Et en particulier, Stop Covid, pour moi, Stop Covid, je ne vois pas en quoi une application empêcherait stopperait l'épidémie, comme une application, je ne vois pas en quoi une application me permettrait de perdre du poids ou de, je sais pas moi, de ce genre de choses. Donc ça, c'est une première chose qui m'inquiète. Les autres choses qui sont plus sur le fond m'intéressent aussi, c'est-à-dire qu'avec une application comme celle-ci, on pose la question du traçage. On pose la question du traçage, et la deuxième chose qui est derrière tout ça, c'est l'enrichissement des données. C'est qu'on trace, on va établir des connexions, et puis après, il va falloir enrichir les données pour pouvoir sortir quelque chose qui puisse être intéressant. Donc, le traçage de l'application va se faire sur deux principes. Le principe, c'est la fermeture triadique, c'est-à-dire les amis de mes amis sont mes amis. En gros, c'est ce qu'on retrouve sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. Dès qu'on est connecté à quelqu'un, on peut, par transitivité, être connecté à d'autres. Et la deuxième chose, elle fonctionne sur l'homophilie. Ce qui se ressemble s'assemble. Donc, en fait, on a ces deux dimensions-là qui sont importantes. Et la troisième dimension qui, elle, est assez embêtante et très embêtante, c'est celle qui dit une application comme celle-ci va fonctionner si chacun va consentir à une petite contribution à la vie collective en perdant une petite partie de sa liberté ou en acceptant de rogner quelques petites choses. Et là, je vous rappelle les mots de Benjamin Franklin qui disait un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre, et puis au pire, il va finir par perdre les deux. Donc en fait, on a, vous voyez, c'est ce cocktail à la fois de dimension de le traçage, comment il va se mettre en place, l'idée de connecter des individus, de connecter ces individus en utilisant finalement le principe de la viralité et des réseaux sociaux, mais surtout en essayant de mettre en place aussi l'idée que si on n'installe pas l'application, on n'est pas des citoyens responsables. Ça, c'est très embêtant. La troisième chose qui me semble importante à mettre en place, c'est la question de l'enrichissement des données. Aujourd'hui, l'épidémie, le virus, on connaît peu de choses. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, qui contamine qui. On sait juste que les plus anciens sont les cibles principales. Hein, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et donc, prendre en compte le fait qu'on va pouvoir finalement simplement par un traçage anonyme, c'est ce qui est dit, et des connexions entre un individu, avoir une possibilité d'élaborer un modèle qui nous permettra de comprendre les mécanismes et finalement tracer efficacement les différentes finalement connexions entre les gens et puis pouvoir par là enrayer l'épidémie, c'est certainement un leurre. C'est-à-dire que comme ça, simplement avec ces données-là, on ne peut rien dire et on n'est certainement pas, et vu la complexité de la contamination, vu la complexité de la façon dont les choses se propagent, ce n'est pas simplement par des contacts sous ces modèles-là qu'on va pouvoir sortir quelque chose. Donc, le troisième élément qui arrive, c'est l'enrichissement des données. Et donc, l'enrichissement des données, ça va être, et là, on revient à des petites choses dont vous parliez tout à l'heure, c'est l'enrichissement des données, c'est la spécialité quand même d'un certain nombre de grandes plateformes. C'est la spécialité de Google, c'est la spécialité de Facebook, c'est toute la spécialité de ces grandes plateformes technologiques. Et donc, cet enrichissement des données, c'est là qu'il y a un nouveau point sur lequel il faut être vigilant. C'est-à-dire que c'est en agrégeant les données qu'on sera certainement capable de faire quelque chose. Et cet enrichissement des données, la fusion des données qui va être nécessaire de déclencher si on veut être efficace, il y a déjà des dangers au niveau individuel. Par exemple, je vais prendre un exemple, Google et puis la société 23andMe, qui fait de l'analyse génomique, du établissement du profil génomique, vous voyez, il y a une connexion qui va être vite faite entre des questions d'individus, profil génomique, et puis des données de traçage, etc. Google est un spécialiste dans ces affaires-là. Et à qui va profiter cet enrichissement des données? Il va profiter aux compagnies d'assurance. Il va profiter aux banques, il va profiter à la santé aussi. C'est-à-dire que selon les connexions qu'on va pouvoir établir en fonction de votre traçage, votre profil et tout ce qu'on va pouvoir agréger, par exemple, on pourrait imaginer des prescriptions adaptées
ou d'avoir des prescriptions médicales qui sont conditionnées à des modifications de comportement. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose derrière ça qui devient embêtant. La deuxième chose, c'est en termes de fusion et d'enrichissement des données, c'est au niveau du groupe. Et là, on rejoint des modèles assez intéressants. C'est des modèles qui sont développés par les militaires. La notion d'essaim. Les militaires sont très intéressés par les essaims d'oiseaux. Parce qu'en fait, vous avez déjà remarqué, les essaims d'oiseaux, ça vole et puis ils ont tous toujours une distance entre eux. Donc, ils respectent une distance physique et puis globalement, on arrive à avoir quelque chose qui évolue. Et donc, ils sont très intéressants là-dessus, très intéressés par ça. Et ces genres d'applications, ça permet aussi ce genre de choses. Et en fait, on déclenche des choses qui sont encore un peu plus nauséabondes. C'est la question de maintenance de chacun, la maintenance de l'individu comme en tant que membre d'un groupe. C'est-à-dire que l'application suppose pouvoir maintenir, enfin la maintenance au sens maintenance industrielle, et maintenir, si vous voulez, les comportements des individus en imposant une distanciation, en imposant un certain nombre de comportements, en imposant de ne pas voir tel type de personne, par exemple le plus âgé, mais tel autre type de personne, etc., etc. Donc, vous voyez qu'en partant de quelque chose qui dit être suffisamment neutre et anonyme, on voit que la neutralité mathématiquement est impossible parce que c'est impossible de finalement, vu la complexité des choses, de pouvoir se servir de ça pour établir ou enrichir les modèles. Donc, on doit passer par l'enrichissement des données. L'enrichissement des données a des conséquences extrêmement graves. On en a parlé tout à l'heure. Donc, sur l'individu, sur le groupe, et puis après, derrière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur finalement, c'est quoi la société dans laquelle nous vivons, vers quoi nous allons. Et ce n'est pas un débat nouveau. La question de Stop Covid vient remettre le doigt dessus, mais il y a tout un tas de choses qui sont en lien à ça, notre société, depuis les attentats, etc., depuis le basculement dans une société post-attentat. C'est la question de la surveillance faciale, la reconnaissance faciale. Il y a tout un tas de débats qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui sont repris, et il y a un certain nombre de gens qui se battent contre ça. Mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui viennent du coup perturber la place du citoyen et donc placer des choses sur la question de c'est quoi la société, c'est quoi finalement les institutions qui sont les nôtres, et peut-on accepter que nos institutions promeuvent ce genre de système qui finalement mettent en correspondance des données qui ne devraient pas être en correspondance. Et là, un petit exemple, souvenons-nous quand même que les régimes politiques sont quand même assez fragiles. Et donc, aujourd'hui, nous vivons en démocratie, mais rien ne nous garantit qu'on y reste pendant encore quelques temps. On ne sait pas. Je ne jouais pas les oiseaux de mauvais augure, loin de moi cette idée. Mais il y a quand même une nécessité d'être vigilant sur les dispositifs qu'on met en place, parce que rien ne nous garantit que l'avenir, et l'État n'est pas un garantisseur de la possibilité de ne pas rentrer dans des dispositifs qui fassent leur miel de ces aspects-là. Souvenons-nous aussi qu'il n'y a pas si longtemps que ça, des gens ont vu la vie sauve parce qu'ils étaient capables de faire des faux papiers. Donc, de pouvoir travestir leurs données pour pouvoir passer les contrôles de police, les contrôles qui visaient à les déporter, ou etc., etc. Donc, il y a quand même à garder, jamais oublier que l'histoire est là et qu'avec des outils puissants comme ceci, et à jouer les apprentis sorciers, on risque d'ouvrir une boîte qui est une boîte de Pandore avec tout ce qu'il y a derrière. Pour finir, je vous invite à regarder, mais on aura peut-être le temps d'en reparler avec mes collègues, tout ça, c'est un chouette papier qui a été fait par des collègues de l'INRIA en particulier, sur tout un tas de petits scénarios, qui reprend le fond, mais surtout qui donne tout un tas de petits scénarios des risques qu'une telle application présente. Donc simplement, tout bêtement, vous allez à un entretien d'embauche pour un CDD, puis vous avez votre téléphone, puis là, sur la table, il y a un téléphone qui est spécial pour ça. Donc, il y a une connexion entre votre téléphone et ce téléphone-là. Et puis, si par hasard, vous seriez en contact avec quelqu'un qui est malade entre le moment où vous avez votre entretien et le moment où vous allez signer votre contrat, l'entreprise recevra une notification comme quoi vous avez été en contact avec quelqu'un de malade. Donc, il y a tout un tas de petites choses comme ça qui ont été bien formulées par les collègues dans ce papier-là. Et donc, ils ont l'avantage des démonstratifs concrets, mais le fond de tout ça, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous dire là, c'est finalement, on met le doigt dans quelque chose qui est grave. Et enfin, pour finir, j'ai lu que la maintenance de cette application, c'était entre 300 000 et 400 000 € par mois. Ça coûtait le coût que ça représentait.
ne serait-il pas, et là pour répondre à une des questions que Anna proposait, c'était est-ce que finalement la question c'est pas une application, c'est peut-être de revenir aux fondamentaux, c'est quoi la société qui est la nôtre, c'est quoi, est-ce qu'il n'y aurait pas à investir dans les services publics, dans l'hôpital, dans toutes ces choses-là, pour éviter et finalement agir contre les inégalités sociales, permettre finalement d'accueillir les gens malades dans des bonnes conditions et quel que soit leur âge et pas faire du tri à l'entrée parce qu'on n'a pas assez de place. C'est-à-dire que la question, à mon avis, ce n'est pas une application qui la résoudra, c'est le modèle de société qui est le nôtre et il y a certainement à investir plus à fond dans les services que dans des applications comme celle-ci. Merci infiniment, Samuel, mais c'est exactement évidemment ma crainte initiale que j'ai déjà eu face, par exemple, à tout ce qui est télémédecine. Hein. Ça fait un bout de temps que la France investit vraiment beaucoup d'argent en télémédecine pour remédier aux déserts médicaux. Déserts médicaux créés de façon un tout petit peu artificielle parce que, semble-t-il, on a suffisamment de gens, de médecins en France. C'est juste qu'ils sont regroupés dans des centres d'excellence, notamment par ailleurs, et qui ne sont pas encouragés à s'installer et donc oui, ça c'est vraiment la question à se poser. Est-ce qu'on est prêt à payer un certain prix pour un service qui n'est absolument pas certain, Pas du tout. Et puis en plus, c'est un petit peu le problème de la société actuelle où on pense que la technique est la réponse à tout. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de délinquance, on met des caméras ou on met des systèmes de surveillance. La délinquance ne s'est jamais résolue parce qu'on a mis des caméras. C'est-à-dire que là, on est malade ou on a pris du poids, il y a une application pour ça. La question du poids n'est pas une affaire. Vous voyez, on met le doigt dans quelque chose qui est ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. Et ce qui est grave, c'est que, bon, on parle de Stop Covid, mais au-delà de ça, il y a la question des outils qui font appel aux dispositifs liés à l'intelligence artificielle, il y a la reconnaissance faciale. Et si on lit le rapport le white paper qu'a fait la Commission européenne sur l'IA, qui est sorti juste un petit peu avant le confinement, c'est écrit noir sur blanc. L'IA va guérir des écrouelles pour revenir à des choses datant de temps qu'ils ne connaissaient pas ces outils-là. Mais c'est la réponse à tout. Non, encore une fois, tant qu'on ne posera pas les questions dans le bon sens, c'est-à-dire nous avons rencontré des problèmes de santé, finalement de services publics, qu'est-ce qui nous amène à résoudre ces problèmes de services publics? Et ce n'est pas une application ni un système informatique qui résoudra ça. Après, ça peut rentrer dans la boucle pour accompagner la mise en œuvre, mais ce n'est pas la porte d'entrée. De toute façon, ce qui est frappant, c'est qu'évidemment, cette application émerge dans un contexte où tout simplement l'État a dû se rendre à l'évidence devant sa politique absolument assassine de la santé publique. Donc évidemment, ça, le paradoxe est d'autant plus fort et nos résistances sont d'autant plus grandes dans ce contexte. Et on peut aussi penser à un autre truc. Par exemple, là, tu as dit qu'il faut faire attention pourquoi on s'oppose à certaines mesures. Donc non seulement parce qu'on a peur d'être tracé, mais peut-être aussi on n'a pas envie d'une certaine société. De même, le problème de cette argumentation, je veux dire, des bons arguments contre, par exemple, la 5G, n'est-ce pas? Ça, c'est très intéressant. On a de très bonnes raisons pour s'y opposer. Il y a de très mauvaises raisons de s'y opposer, évidemment. Hein. Donc, on est dans cette situation où dans cette situation où il faut vraiment construire un discours clair, un discours d'une nouvelle société, effectivement, et non pas un discours par des tout petits arguments qui, eux, sont soit faux, soit facilement réfutables. Donc, tu as tout à fait raison. Chers camarades, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que nous disions jusqu'à présent? Maxime, Christophe, Cyril est avec nous aussi. Dites. Parce que si vous n'avez rien à ajouter dans l'immédiat, si Christophe s'est allumé, donc c'est parfait, cher Christophe. Non, je voulais juste revenir sur ce que Samuel te disait à propos de l'étude qui a été faite par les chercheurs de l'INRIA. Et donc ça, il faut aller voir absolument un site qui s'appelle risque-traçage.fr avec tous ces petits scénarios qui sont en fait vraiment présentés d'un point de vue de la sécurité informatique, c'est-à-dire là on n'est pas du tout dans le cadre des problèmes liés à un État central ou des problèmes liés au GAFAM, etc. Là on est dans le cadre des attaques que l'on peut faire avec le système Stop Covid existant. Et donc comme tu l'as dit toi-même, il y a
dans ces attaques, en gros, c'est basé sur plusieurs principes, mais l'un des principes, c'est d'isoler un téléphone, c'est-à-dire de rendre un téléphone spécifique pour détecter une personne, par exemple, pour savoir si une personne est malade ou pas. Ou alors, il y a d'autres attaques qui sont possibles, comme par exemple de contaminer volontairement un téléphone. Donc l'idée, c'est de prendre un téléphone dédié à cela et puis d'essayer de le faire aller vers des personnes que l'on saurait être malades, de manière à contaminer le téléphone et puis ensuite l'utiliser comme d'une arme pour aller infecter potentiellement d'autres personnes pour de faux, c'est-à-dire par exemple des concurrents dans une entreprise ou ce genre de choses. Donc ça, ce sont des attaques possibles. Alors, juste peut-être pour donner quelques contre-arguments, alors il faut absolument aller lire ce site et moi, j'abonde tout à fait dans le sens de ce qui est décrit. Hein. En gros, ça répond à ta première question, Anna. Est-ce qu'il y a des points négatifs? Est-ce qu'il y a des risques? Oui, il y en a évidemment, notamment entre autres par le biais de ces attaques. Mais il faut bien voir que les questions-là sont très complexes parce que, par exemple, ces différents types petits scénarios, on peut très bien imaginer des contre-mesures également. C'est-à-dire qu'on peut essayer de corriger certains de ces défauts. Alors, d'un point de vue technique, mais pas que technique, aussi d'un point de vue politique, juridique. Par exemple, d'un point de vue technique, si on pense à ce téléphone qui est isolé, que l'on dédie pour essayer de savoir si quelqu'un est malade ou pas. Ben, en fait, ce téléphone-là va être en contact avec très peu de personnes. Et donc, on pourrait très bien imaginer que le système central qui récupère les informations disons, refuse d'envoyer des informations disant que quelqu'un est malade à un téléphone qui aurait eu très peu de contacts. Alors, évidemment, ça pose plein de questions philosophiques, éthiques derrière, dans le sens où est-ce que du coup, est-ce que c'est vraiment bien de ne pas prévenir quelqu'un qu'il est malade avec le risque, enfin, pour pallier le risque d'avoir un mauvais usage de cette information. Donc là, il y a des choses assez compliquées. Ça rentre dans d'autres débats, mais finalement, c'est des débats qu'il faudra voir. Il y a d'autres choses qui ont été, d'autres réponses qu'on pourrait imaginer aussi. Par exemple, dans les pays que tu avais cités au début, tu n'avais pas cité l'Australie, alors que l'Australie, elle a déployé son application aussi en avril. Elle s'est déployée pas mal d'ailleurs, cette application, vu qu'on est à plus de 24%, je crois, de déploiement. Alors, c'est beaucoup et c'est peu, hein, on est d'accord. Et elle, donc, pour pallier un certain nombre de ces dérives, de ces mauvais usages de l'application, elle a, si j'ai bien compris, enfin, là, je parle sous réserve parce que c'est des articles que j'ai lus, hein, elle a utilisé beaucoup de garde-fous législatifs. C'est-à-dire, en gros, avec des lois qui pénalisent très fortement et très lourdement les mauvais usages de ces applications. Donc ça aussi, ce sont des choses, je ne sais pas bien où on en est aujourd'hui en France sur les garde-fous législatifs autour de cette application, mais ce sont des réponses partielles aussi auxquelles on peut penser. Merci infiniment pour ces remarques. Maxime ou Cyril, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je veux bien rester sur la thématique à partir de ce document autour du traçage anonyme. Je pense qu'on les informaticiens, on a pas mal lu ce document. Pendant la période, moi, mon scénario préféré, c'est le scénario 7, qui est page 9, si tu, si tu veux scroller dans la page, où c'est une personne qui met son téléphone sur un chien et il envoie son chien se promener. Et du coup, le chien, c'est le téléphone qui rencontre les gens et c'est pas le propriétaire du téléphone qui rencontre les gens. Et pour faire un pas de plus par rapport à ce que Christophe a dit juste avant, c'est en plus dans ce système un processus complètement déclaratif. Donc, il n'y a même pas à passer par une instance pour changer son statut, mais il faut déclarer, soi-même déclarer qu'on est, identifié comme porteur du Covid. Du coup, la véracité de l'information est quand même très légère. Et ça, c'est intéressant de penser qu'en fait, ça ressemble à la diffusion d'informations dans un réseau, comme exactement on a des fake news qui vont se promener sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le scénario que Samuel
expliqué dans son intervention précédente. En fait, il y a quelque chose qui me semble, au-delà de l'application Stop Covid en elle-même et du document dont on parle, il y a quelque chose qui me semble important, c'est que les collègues en question sont pour la plupart des spécialistes du développement des outils de vote électronique. Et ce sont des questions qui sont plutôt anciennes, en fait, sur quel est le rapport qu'on entretient, quelle est la croyance qu'on projette dans la réalisation de la tâche technologique. Donc, qu'est-ce qu'on projette dans l'outil pour réaliser une tâche. Et il y a, la question du vote électronique était un bon exemple parce que ça semble être un cas d'étude relativement simple dans lequel on a des propriétés formelles relativement identifiables. Et en fait, on se rend compte que essayer de garantir la sécurité, l'équité, la sincérité d'un vote au travers d'une application technologique, c'est beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraît, et que, mine de rien, aujourd'hui, on n'a pas d'outils techniques qui puissent se substituer au système de vote tel qu'il existe actuellement, avec une urne transparente, du papier et des enveloppes, et des gens qui prennent du papier, qui le mettent dans des enveloppes et qui les mettent dans l'urne. Disons que le plus haut degré de technologie pour garantir ces propriétés, c'est l'utilisation du papier et la présence physique. Donc, alors, on peut atténuer un tout petit peu l'argument en disant que justement les collègues qui ont rédigé ce document ont quand même développé des systèmes qui garantissent peut-être pas l'ensemble des propriétés qu'on voudrait voir garanties dans un système de vote, mais un grand nombre, et donc suffisamment pour rendre le système utilisable. Mais c'est le fruit d'un travail acharné et long pour arriver à correctement identifier quels sont tous les tenants et les aboutissants dans les relations interpersonnelles, et puis entre le système et l'individu, pour mettre en place une manière de fonctionner. Donc le développement de l'application Stop Covid, elle est, enfin, je ne sais pas comment le dire, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est simplement le fruit de la réaction à une situation de crise, et elle est plutôt à l'image du rapport qu'on entretient, nous, en tant qu'individus, par rapport à la technologie. Et on voit, enfin, il me semble qu'on voit la faiblesse du questionnement de l'utilisation des outils technologiques, à la fois par les utilisateurs, qui vont peut-être se jeter sur la proposition d'un service dès que le service apparaît, sans ne serait-ce que se demander qu'est-ce qu'ils ont envie, eux, de projeter sur cet outil, et aussi sur les personnes qui sont du côté du développement des outils technologiques. Le désaccord entre les positions, il vient des deux côtés. On voit de plus en plus, alors Christophe en a dit un mot juste avant, et je pense que Samuel aussi en avait dit un mot juste avant, on nous promet que l'intelligence artificielle va n'importe quoi, l'intelligence artificielle va nous rendre plus beaux et nous faire vivre plus longtemps, et peut-être nous permettre d'identifier les personnes porteurs de maladies. Et on voit bien que les développements récents autour de l'intelligence artificielle, ils ne font que pointer le manque de formalisation des enjeux autour de leur propre développement. Ça devient, bon, aujourd'hui, les choses ont suffisamment évolué, donc disons que les questions d'éthique autour de l'intelligence artificielle ont suffisamment pris de place dans ces dernières années pour que la question des biais à l'intérieur des résultats des applications puissent être relativement identifiés comme quelque chose de clé dans les développements. Et ça ne veut pas dire, même si on est capable de dire que
les applications d'intelligence artificielle sont très largement biaisées, on a encore énormément de difficultés pour dire où est-ce que ces biais opèrent. Est-ce que ces biais opèrent dans la perception du résultat pour l'utilisateur ou dans la construction de l'outil lui-même par l'ensemble de l'équipe qui le développe. Et je pense que ces questions de biais, travailler sur ces questions de biais est très très important parce que ça permet de caractériser correctement où sont les enjeux, et d'un point de vue technique et d'un point de vue des applications. Et très naturellement, ça nous fait dériver nous fait quitter un peu l'unique vue conséquentialiste de l'usage des outils, parce qu'on pense, si on développe Stop Covid, alors ça va avoir des conséquences. Et ça nous fait bouger de cette vue conséquentialiste pour aussi reposer la question déontologique. Il ne s'agit pas seulement de définir de construire des outils qui auraient une bonne manière de se comporter, sachant qu'aucun développeur d'outils ne peut garantir des usages de son propre outil, sans s'interroger aussi sur comment est-ce que, de quelle manière est-ce qu'on développe des outils. Merci beaucoup, Maxime. C'est vraiment très, très intéressant d'avoir cette perspective, parce que c'est vraiment très intéressant aussi de voir que les gens qui viennent du contexte de sciences informatiques font des remarques finalement infiniment plus philosophiques et éthiques que moi. Et du coup, moi, je ne me posais que fondamentalement des questions politiques en réalité qui me paraissent extrêmement importantes aussi. Très bien. Cyril, est-ce que tu voudrais, Cyril Limbert qui est avec nous, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Je voudrais juste réagir à une des choses qu'a dit Samuel, quand il décrivait avec une vision assez négative cette application potentielle, donc la technique comme une réponse à tout. Donc effectivement, il y a ces torts, il y a ces travers qui tendent à se développer au sens, on est dans un système économique où c'est la fuite en avant pour l'innovation, pour la croissance, et donc effectivement, on est toujours en train de promouvoir des nouvelles techniques, voire contre des problèmes artificiels. Donc je comprends tout à fait cette position générale, et je la partage sans doute, sauf qu'en l'occurrence, je trouve qu'on est quand même sur un problème qui est un peu différent et très intéressant, au sens, c'est pas des besoins un peu artificiels avec des réponses un peu artificielles qui seraient apportées par la technique. Là, en l'occurrence, ce problème vraiment précis, on est sur un problème qui a vraiment une dimension générique, au sens, on essaie de traiter un problème que l'humanité a toujours rencontré, celui des épidémies. On le rencontre depuis des milliers d'années et on va continuer à le rencontrer. Donc, en l'occurrence, et une des réponses, donc il y a plusieurs façons d'essayer de traiter les épidémies. Donc il peut y avoir la quarantaine, le confinement, enfin, ce genre de choses. Mais les grandes stratégies, les vaccins, on les connaît en partie. En l'occurrence, il s'agit non pas de créer une nouvelle solution qui sorte de nulle part en disant « Ah, la technique apporte une nouvelle solution ». Non, en fait, il s'agit de renforcer un type de solution qui est déjà en application, qui consiste à essayer de refaire le traçage des personnes qui ont été rencontrées par quelqu'un, dans un cas, donc il y a la même chose par exemple pour les maladies sexuelles, au sens qu'on essaie de limiter une épidémie, et voilà. Donc en fait, on est en train d'essayer d'avoir un usage relativement circonscrit d'une technique pour essayer de renforcer un type de stratégie qui existait par ailleurs, et dont peut-être, dans le contexte moderne, donc, on peut renforcer de façon beaucoup plus efficace. Alors, à ce stade-là, faut-il avoir un jugement tranché? Autant sur la question de la technique en général, j'ai tendance à considérer qu'on a beaucoup de problèmes artificiels et beaucoup de solutions artificielles, et donc souvent on peut s'en passer. Autant là, je pense qu'il faut vraiment, entre guillemets, profiter de l'occasion qu'est cette épidémie pour essayer de voir comment on peut peut-être essayer de traiter ou d'améliorer nos réponses à ce problème humain de l'humanité générique. Et en l'occurrence, je pense qu'il est urgent de dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, c'est le travail qu'on essaie de faire là
me semble extrêmement important. Autant je pense que les débuts de réponse qu'on va peut-être commencer à esquisser, ça sera déjà sans doute trop tard pour cette épidémie. Et en un sens, bien sûr, tant mieux. Sauf que comme cette question a une valeur générique, au sens, les grands paramètres du problème, on les connaît à peu près. Au sens, il y a le taux de transmission, il y a la façon dont c'est utilisé, la vitesse de l'épidémie, sa mortalité. Donc les grands paramètres, on peut quand même les circonscrire de façon assez nette. Et ensuite, effectivement, on est sur un problème évolutif. Toutes les questions politiques et morales, on les découvre en même temps. On découvre toutes les applications absolument perverses qu'il peut y avoir. Et à la fin, je pense qu'on est surtout sur une question vraiment ouverte. Est-ce que ça peut être une solution intéressante à creuser? Et pour ça, je pense que la seule réponse, c'est il faut étudier. Donc, là, on est universitaire, on est dans le monde académique, on sait qu'on est face à des problèmes massifs que rencontre la politique gouvernementale par rapport à la politique de la recherche. Et là, typiquement, je pense qu'on est sur une question sur laquelle il faut dire on ne sait pas, et on a réellement besoin de chercher, à la fois des questions d'informatique très pointues, et des questions liées à la démocratie. Parce qu'un des grands enjeux quand même de cette application, c'est le défi démocratique, au sens un des grands inconvénients de la solution centralisée, c'est, on voit très bien comment un État centralisé qui possède ça peut en faire un mauvais usage. Donc là, ce problème des technologies, qui est pour le coup qu'on rencontre sur Stop Covid, mais qui est un problème plus général, c'est est-ce qu'on est capable démocratiquement de mettre en œuvre des processus pour contrôler, évaluer et mettre à jour des évaluations sans qu'il y ait, on va dire, une pérennité qui s'installe. Une fois que quelque chose est en place, il n'y a plus moyen d'en sortir, de ces outils technologiques en étant, on va dire, assez prévoyant. Donc là, je vois plutôt comme cette discussion sur le Stop Covid. Bon, bien sûr, il y a tous les petits cas qui n'arrêtent pas de sortir, là, avec les caricatures, les cas, donc le cas du téléphone, embauche, il faut y penser, c'est extrêmement important. Mais je pense qu'en fait, là, il est important d'affronter ce double problème. Un, le problème de recherche, au sens, dans toutes les questions qui sont listées dans l'article de Floridi et compagnie. En fait, beaucoup de ces questions, en fait, on n'a pas vraiment la réponse, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des alternatives réelles? On ne sait pas. Peut-être que sur celui-là, peut-être sur un autre. Donc en fait, on va souvent être dans une situation où ces questions, on sait qu'on aurait besoin d'y répondre, on sait qu'on ne pourra pas vraiment y répondre, donc il y a besoin de développer notre recherche. Et in fine, si c'est une solution possible, on doit éviter deux écueils. Enfin, d'abord, l'écueil de la paralysie, au sens toutes ces questions, parce que là, il y a une liste de 16, il y en a sans doute d'autres, et elles sont extrêmement difficiles, et elles dépendent souvent de détails sociologiques, comment la population utilise cette application, est-ce qu'on a confiance. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont relativement changeantes. Donc, il y aura beaucoup de questions auxquelles on n'aura pas de réponse. Et malgré cette absence de réponse, il ne faut pas se trouver dans une situation de paralysie, au sens, si l'application peut avoir un rôle important, il faut l'utiliser. Et inversement, je dirais, d'un point de vue démocratique, le deuxième écueil, donc là, on retrouve des problèmes de base, décision démocratique, éviter la paralysie parce qu'il y a trop d'incertitudes, et en même temps, éviter la précipitation. Parce qu'on sait très bien que si on laisse juste, on dit à tout prix, il faut agir, il faut faire, on voit très bien comment les solutions qui vont être adaptées vont être bien sûr pilotées par du lobbying et pilotées par un état de force local. Enfin, là, quand on voit les arguments en fait, en fonction, par exemple, décentralisé ou centralisé, et à la fin, on en est à se dire, mais un des outils de la décentralisation de l'application, c'est parce qu'on a Google et Apple qui sont omnipuissants et qui, du coup, peuvent nous permettre un gain d'efficacité, parce qu'ils sont là et que, du coup, tout le monde va pouvoir l'utiliser. Donc voilà, donc on voit très bien que si on est dans la précipitation, inversement, on voit très bien comment les choses peuvent mal se terminer. Donc voilà, je pense qu'en fait, on est sur un problème assez typique des grands problèmes démocratiques qu'on a. On a un problème épistémique, il faut trouver les réponses, et en même temps, il faut arriver à trouver des procédures qui fassent que les solutions qu'on adopte soient réellement démocratiques et non pas guidées soit par des intérêts, soit par un état de choses, un état de force, on va dire, qui soit assez contestable. Mais voilà, dans tous les cas, je voulais juste revenir sur ça. Bon, souvent, je peux avoir un discours critique sur les technologies, sur les gadgets. Et il me semble qu'on n'est pas quand même dans l'ordre du gadget. On est sur une grande question pour essayer d'améliorer notre réponse à un grand problème de l'humanité. Et en plus, il faut considérer qu'en plus, on est dans un cadre, on va dire, qui est un cadre de discussion
discussion sur les technologies qui est plutôt les cas des technologies à haut risque. Donc, on est plutôt autour comme le nucléaire, ce genre de choses, au sens qu'il y a des enjeux qui sont quand même énormes. Là, c'est les épidémies. Donc, il y a toute une littérature sur les technologies à haut risque qui nous impose sur nous de poser les débats démocratiques de façon légèrement différente. Ce n'est pas les questions techniques usuelles. Je coupe mon micro. Merci, Cyril. Alors, je voulais réagir. C'est bon, je peux y aller? D'accord. Je voulais réagir un petit peu brièvement à ce qu'a dit Cyril. Alors, évidemment, je ne peux que le rejoindre sur l'aspect pérennité de la question, vu qu'on sait qu'on est probablement voué à avoir d'autres épisodes épidémiques de même nature dans les années qui viennent, et sur la nécessité de la recherche. Si jamais cette vidéo tombe dans les mains d'un archéologue dans 400 ans, il faudra qu'il ait conscience que ça appartient au domaine du commentaire à chaud avant que les études absolument gigantesques qui doivent être faites sur le phénomène aient eu lieu. Donc, c'est un élément de contexte à maintenir dans nos propos. Si je peux me permettre quand même de m'aventurer un petit peu dans le domaine de l'épidémiologie qui n'est absolument pas le mien, il semble quand même, parce que c'est intéressant pour la question politique qu'on pose aujourd'hui, il semble à première vue que les solutions qui ont le mieux marché, c'est des solutions en termes de politique sanitaire comparée. Hein. C'est des solutions où il y a eu des mesures vigoureuses qui ont été prises de façon très précoce, avec une présence massive du dépistage, avec du confinement ciblé mais vigoureux, avec une bonne discipline d'une population déjà sensibilisée aux questions des infections respiratoires, notamment en Asie, qui a bien porté le masque et bien respecté les mesures de distanciation sociale. Et c'est ça qui a permis d'avoir le meilleur scénario possible, c'est-à-dire que l'épidémie ne se répande pas. Parce que même si les questions de politique hospitalière ont été extrêmement sensibles en France vu l'état de l'hôpital public, il faut se rappeler que la meilleure politique pour soigner un malade, c'est qu'il ne soit pas malade du tout. Donc, empêcher que l'épidémie prenne. L'incurie du gouvernement français, ça a été une réaction extrêmement en retard, un déficit de tous les matériaux stratégiques et une confusion dans la communication absolument phénoménale et une mise en place assez progressive et bordélique des mesures nécessaires. Donc, ce qui est un trait important pour, je pense, la question politique, et que je voudrais livrer à la discussion, c'est que l'état d'exception a d'autant plus de chances de rester un état d'exception qu'il est court. Ça peut se discuter, hein, bien sûr, dans le détail, mais si jamais c'est quelque chose qui est court et sur lequel on se met d'accord en avance, parce qu'on est prêt. Parce qu'encore une fois, comme disait Cyril, le problème, il est générique. Si on se met d'accord sur un ensemble de mesures d'exception qui, pour un temps limité, pour des circonstances limitées, avec un débat démocratique en amont, on est beaucoup moins susceptible d'avoir des dérives, des pratiques néfastes qui s'installent sur le long terme, des voix votées dans le chaos, des acteurs politiques qui bondissent sur les effets d'opportunité pour jouer leur petite partie, pas forcément très démocratique, pour profiter de la crise qui ne doit jamais finir qui doit never go to waste, comme on sait bien. Donc, plus on prend les choses en amont, plus on a conscience du caractère générique du problème, plus non seulement on peut avoir une réponse à la crise sanitaire qui est pertinente parce qu'elle va être précoce et vigoureuse, mais en plus, moins on a de chances de dérive antidémocratique parce que le phénomène est contenu à l'avance. Donc, le fait d'être prêt à l'épidémie, c'est être prêt d'un point de vue de la politique sanitaire, du point de vue des réserves stratégiques, et c'est aussi d'être prêt démocratiquement, d'avoir défini un cadre législatif et institutionnel en amont. Parce que, comme dit Cyril, on a de bonnes chances que ça se reproduise plusieurs fois dans les années qui viennent. Donc, ce serait bien qu'on ne se refasse pas la catastrophe du mois de mars plusieurs fois de suite dans les décennies qui viennent. Et ça, c'est tout aussi valide pour le temps épidémiologique que pour le plan sanitaire. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à maintenir dans l'état d'esprit. L'état d'exception est d'autant mieux maîtrisé qu'il est bien conceptualisé à l'avance. Et ce qui n'a pas du tout été le cas ici, parce qu'on a été dans la réponse urgente et désordonnée systématique de la part de l'État français. On voit bien la différence avec les États asiatiques qui étaient beaucoup plus près, une population asiatique qui était aussi beaucoup plus près. Ils étaient plus près parce qu'ils avaient déjà de l'expérience. Tout à fait. Comme Taïwan, tous ces pays, évidemment, nous ont dépensé aussi parce qu'ils avaient des stations pour mesurer la température, des choses comme ça. Ils étaient prêts par des infections respiratoires antérieures.
Donc, cette importance de la conceptualisation en amont, à la fois d'un point de vue épidémiologique et politique, c'est important. Et puis, il faudra voir exactement le rôle que ça a joué, les applications de traçage numérique dans les pays qui ont été de grands succès, quand on voit l'importance des mesures de distanciation sociale, c'est-à-dire des mesures humaines, ou l'importance du dépistage, qui est une mesure épidémiologique classique. C'est pas sûr que ça ait joué un rôle si énorme que ça, finalement. Et surtout, évidemment, moi j'ai l'impression, en écoutant ce que Maëlle nous dit là, j'ai évidemment l'impression que cette application vise à cacher les scandales les plus énormes de cette épidémie en France, qui est un scandale tout à fait matériel, à savoir la situation des masques. Non seulement la pénurie des masques, ça peut arriver à n'importe quel État. Il ne s'agit pas de désigner les coupables de cette pénurie. Là où il y a une faute morale, une faute politique, et là j'espère qu'il y aura des procès, c'est que pourquoi personne, au début du mois de mars, parmi les dirigeants, ne s'est pas dit, alors que les études montraient déjà aller dans ce sens de façon univoque, pourquoi personne ne s'est dit, écoutez, Françaises, Français, débrouillez-vous, faites de la couture, demandez à ce qu'on vous fasse, à ce qu'on vous aide, faites-vous des masques immédiatement. D'accord, c'est ça la confiance qu'on aurait pu faire, confiance analogique, donc tout à fait matérielle, qu'on aurait pu faire en français. Là, on va dans un sens complètement différent. C'est comme s'il y avait une solution magique pour cacher la misère qu'on a provoquée de façon assez impressionnante. Aussi, c'est que vous disiez tous les deux, et ce que Cyril, tu disais tout à l'heure, c'est vraiment la question démocratique, tu as évidemment raison qu'elle est cruciale, mais tu entends ce que dit notre président et notre Premier ministre. J'assume. Je fais une décision mauvaise, mais j'assume. Okay, on n'a pas envie que vous assumiez. Un très joli article dans Le Monde aujourd'hui de Charles Girard et de Bernard Manin sur exactement ce problème. Ne dites pas que vous assumez, expliquez exactement ce qui vous a fait dire que les masques n'étaient pas efficaces et que les Français étaient trop stupides pour se mettre des masques, alors qu'il y a 2 milliards d'Asiatiques qui sont apparemment à un niveau intellectuel suffisant pour mettre des masques. Ça, c'est des grands mystères tout à fait de niveau analogique de cette histoire. D'où sans doute ma colère et ma méfiance. Mais avant de poursuivre sur ce chemin, je crois qu'on a 2 interventions dans le public qui m'intéressent au plus haut point. Donc, je ne sais pas, Cyril, si tu veux répondre tout de suite à ce que je dis. Est-ce que Maëlle a dit non? Évidemment, ce n'est pas du tout contre toi, c'est contre l'État, mais parce que tu présentes quelque chose d'idéal. J'aurais adoré que ce soit cela. Mais on a tous des petites colères qui traînent dans le contexte de cette épidémie. Vas-y. Je disais, écoutons le public. Nous sommes trop bavards. Très bien. Donc, dans le public, on a... D'abord, j'aimerais bien donner la parole à une collègue, Gaëlle Ledrev, qui est philosophe, spécialiste de la philosophie de la santé publique, notamment, et de la santé publique, des questions éthiques de la santé publique. Et Gaëlle a cette particularité que, justement, ça fait quelques mois qu'elle travaille sur la télémédecine. Donc, elle a un recul, elle connaît très bien le terrain, donc j'aimerais bien qu'elle nous dise quelque chose, non pas forcément sur cette application, mais sur les espoirs et sur les méfiances éventuellement qu'on pourrait avoir à l'égard de cette médecine, cette télémédecine qui est effectivement une espèce de soin palliatif au sein de la santé publique, c'est-à-dire on ne peut pas donner de vrais... On ne peut pas garantir une vraie rencontre avec le médecin physique, donc on va faire de la médecine. Gaëlle, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Tout à fait. Oui, alors effectivement, la télémédecine, ça peut être un palliatif, comme tu viens très bien de l'expliquer. Donc, je suis sur le projet Imeuse Santé, un projet qui mobilise plusieurs millions d'euros et pour lequel une petite équipe de l'école de santé publique de Nancy, donc qui est en partie composée de gens en sciences humaines comme moi, ont été réquisitionnés en quelque sorte pour servir d'évaluateurs et justement éventuellement voir s'il n'y avait pas des choses à éviter, des risques éthiques. Et alors, il faut bien le dire, Anna a raison, hein, par exemple dans la Meuse, donc, qui est considérée comme un département
sous-équipés, on va dire, médicalement parlant, et en particulier en médecins généralistes, la télémédecine est censée venir compenser cette absence. Alors, dans les faits, on ne manque pas vraiment de médecins, Anna l'a rappelé au tout début de la conférence, simplement, leur répartition, elle, ne permet pas à toute la population d'être suivie par des médecins. Alors, j'avais aussi beaucoup de prévention sur la télémédecine, mais pendant le Covid, force est de constater que la Meuse a mis en place une application qui a été très utile face à l'épidémie. Ce n'est pas une application de traçage, c'est une application de suivi qui demande beaucoup d'humains, en fait, de moyens humains. C'est-à-dire que les médecins généralistes qui acceptaient de s'inscrire sur une application web qui s'appelait Imeuse Covid-19 avaient la possibilité de faire suivre, si eux-mêmes ne pouvaient pas l'assurer pour des questions pratiques, de faire suivre leurs patients susceptibles d'avoir le Covid ou testés positifs au Covid. Ce suivi était assuré soit par des infirmières, soit par d'autres professionnels de santé, comme les kinés ou les orthophonistes qui s'étaient portés volontaires. Il se trouve que, donc c'était uniquement sur la base du volontariat, il se trouve qu'on commence à avoir quelques retours et que les patients sont extrêmement satisfaits, parce qu'on parle beaucoup évidemment d'un point de vue épidémiologique, et c'est bien normal, du nombre de décès par rapport au nombre de personnes atteintes, mais le Covid, ça a été aussi beaucoup de détresse psychologique pour des gens qui avaient l'impression de ne pas s'en sortir, qui n'étaient pas forcément très malades, mais qui voyaient leurs symptômes durer et durer encore. Hein. On sait qu'il y a des gens qui sont encore, qui se sentent encore atteints des semaines, voire des mois après leur infection. Donc ces personnes, elles ont été, elles sont encore suivies, et ce, au moyen justement de la télémédecine et du téléphone, tout simplement, ce qui évitait des visites très contraignantes d'un point de vue pratique, puisque, comme vous le savez sûrement, vous avez dû voir des images aux infos, pour aller visiter un malade susceptible d'avoir le Covid ou testé positif au Covid, il fallait mettre toute une tenue, mais pas seulement un masque, avoir énormément de gestes d'hygiène qui prennent énormément de temps sur une journée pour un professionnel de santé. Alors que là, en un coup de fil ou en une visioconférence, on pouvait voir où en était la personne et si il fallait ou pas lui envoyer d'urgence quelqu'un. Alors, ça a permis de rassurer beaucoup de gens. Ça a permis à beaucoup de gens de ne pas se sentir seuls face à des symptômes qui n'en finissent pas. Ça a permis aussi d'éviter des hospitalisations, puisque on a pu suivre des décompressions très rapides que jamais on n'aurait pu suivre si ces personnes n'avaient pas été rappelées systématiquement jour après jour pour certaines d'entre elles, etc., etc. Donc tout ça pour dire que finalement, ça a permis d'adopter presque une sorte de politique à la singapourienne, c'est-à-dire qu'on a suivi individuellement et les personnes qui étaient suspectées d'avoir le Covid, on leur a demandé de suivre une quatorzaine. Et ça a permis évidemment de limiter la propagation. Donc là, on attend les résultats chiffrés, mais il est fort possible que la Meuse ait eu moins de décès par rapport au nombre de cas de Covid avérés. Voilà, enfin, je ne sais pas si mon intervention a permis de mettre un peu de relief, mais voilà mon retour d'expérience. Si, merci infiniment. C'est justement ce que je voulais entendre de la part de quelqu'un qui s'y connaît, parce que ça correspond de toute évidence à nos intuitions. Parce que oui, ça c'est une belle surprise que la France avait déjà ce petit réseau de médecine, oui, télémédecine, pour effectivement arranger des médecins dans des situations de danger, médecins absolument héroïques. Très bien, merci infiniment, Gaëlle. De rien. Cher Yves Agostini, vous êtes avec nous. Vous m'avez écrit un petit message drôle en disant que c'est le comble de parler de la sécurité avec le Zoom et Facebook, tout en étant sur Zoom et sur Facebook. Dites-nous quel est votre point de vue sur toutes ces questions. Pas forcément sur ma décision d'utiliser le Zoom, je vais en parler avec mon psy, mais de toutes les autres choses.
Oui, donc je ne sais pas, vous m'entendez là? Oui. Oui, tout à fait. Et dites-nous qui vous êtes aussi. Oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le RSSI, donc le responsable de la sécurité du système d'information de l'Université de Lorraine. Donc voilà, je traite des incidents de sécurité tous les jours, mais bon, mon principal objectif, c'est surtout qu'ils n'arrivent pas. Donc voilà, ça c'est, on va dire, voilà, c'est des questions qui m'intéressent et genre de choses. Je fais partie des recommandations de ne pas utiliser Zoom. Donc je voulais vous faire plutôt un retour sur les questions de risque réel, parce que je suis quand même globalement d'accord avec M. Nowakovski et en fait, quand il parle de le danger, c'est l'enrichissement des données. Je voulais juste mettre un petit bémol, parce que quand on tient ce type de discours, on nous dit oh, vous êtes paranoïaque, vous avez trop lu 1984, ce genre d'argument. Et donc, la réalité, c'est que, et beaucoup de gens en ont conscience, c'est que l'espionnage étatique ou le contrôle étatique, en fait, ne concerne que très très peu de monde. En plus, il marche mal, voire pas du tout. Vous avez vu l'annonce qu'il y a eu hier, que ce soit IBM, Microsoft ou Amazon, qui disent qu'ils abandonnent tout ce qui est reconnaissance faciale. Alors bon, ils le disent de façon politique, mais c'est aussi que techniquement, les résultats sont très très loin d'être satisfaisants. Et donc, on rentre dans cette espèce de fantasme de la société de surveillance où il y a réellement une part de fantasme. Donc, là-dessus, c'est un petit bémol. Mais la réalité, et c'est ce qui se passe tous les jours, c'est que ces données qui sont enrichies, elles sont utilisées. Elles sont utilisées contre des gens. Et ça, en fait, ce n'est pas les États qui s'en servent les premiers, c'est les escrocs. C'est tout ce qu'on pourrait appeler de la délinquance numérique. La délinquance numérique, c'est le quotidien. C'est ça, ça arrive tous les jours. Toutes ces données qui sont croisées, qui sont collectées, qui sont volées, ils les utilisent. Donc, pour faire chanter les gens, pour les escroquer, et donc, le fait de centraliser ces types d'informations, c'est le premier risque, parce que ça concerne vraiment tout le monde. Un escroc, lui, du moment qu'il va gagner de l'argent, il visera n'importe qui. Donc, et ça, tout le monde est concerné par ce risque-là. Et je peux donner des exemples, alors, des exemples que je donne assez couramment. Alors bon, c'est un peu étatique, mais c'est un peu l'arroseur arrosé aussi. Par exemple, vous avez les services secrets russes, le GRU, le service secret militaire russe. En fait, on les localise depuis quelque temps assez facilement parce que la base de données des cartes grises russes est dans la nature depuis un certain temps. Et tous les agents secrets militaires russes, ils ont leur véhicule enregistré à la même adresse. Donc, il y a des personnes qui ont été identifiées comme ça à cause de cette erreur administrative. Et en fait, cette base de données, on peut l'acheter. Elle est disponible depuis un certain temps. Donc, on voit que là, on a une base de données étatique, une centralisation d'informations, donc avec des noms, des adresses, des choses comme ça, qui est utilisée. Une fois que l'accès dont on a perdu le contrôle, là, a été perdu, alors peut-être accidentellement, volontairement, enfin, quelqu'un de corrompu l'a peut-être vendu, ou très souvent des accidents, ça aussi, des bases de données qui sont exposées alors que c'était une copie de sauvegarde, c'était un travail temporaire. Ce genre d'accident arrive tout le temps. Et une fois que les escrocs mettent la main sur ce type de données, eux, ils vont l'exploiter. Donc, le premier danger de cette mutualisation des données, ce n'est pas les États, c'est les escrocs. Et ça concerne et ça touche tout le monde. Et ça arrive tous les jours. Et d'ailleurs, la CNIL, quand elle fait des recommandations, une de ses principales recommandations, c'est la limitation des quantités de données. Elle vérifie qu'il n'y a que des données réellement utiles qui sont collectées et centralisées. Donc ce risque-là, il est vraiment, vraiment, vraiment courant. Après, je vais vous rejoindre aussi sur ces questions voilà, sur Stop Covid. La question de son utilité, elle est quand même très discutable, parce que le Bluetooth, il ne s'arrête pas à 1 mètre. Si on a été en contact pendant 12 minutes au lieu de 15, on n'apparaît pas dedans. Et donc l'intérêt est assez limité.
Et en fait, quand on, de façon plus générale, c'est un problème qu'on retrouve, hein, c'est que quand on choisit une application, on analyse très rarement le bénéfice et le risque. On tombe sur des… Donc, le risque, je vous l'ai dit, un des principaux risques, c'est vraiment l'exploitation par des escrocs, et ça concerne tout le monde. Le bénéfice, on va voir que le bénéfice est quand même relativement faible, hein, pour ces raisons techniques. Et je vais encore rejoindre M. Nowakowski et plusieurs autres sur le fantasme de l'application qui va régler tous nos problèmes. On se dit, le numérique, c'est la solution, ça traitera tous nos problèmes. Et le danger de ce type de fantasme, c'est que ça nous fait perdre la principale question. On ne traite plus le vrai problème. Et là, en fait, notre vrai problème qui est masqué, c'est oui, il faut tracer les gens qui ont été en contact. Oui, il faut identifier donc les clusters, les foyers d'affection. Et en fait, ce traçage de foyers d'affection, bah, c'est fait par des gens, par des professionnels. Et en réalité, c'est fait. Aujourd'hui, des mesures ont été prises. Alors, je ne sais plus trop que… D'ailleurs, la forme, enfin, parce que je ne suis pas trop intéressé à la question, mais il y a des fonctionnaires qui sont chargés de traiter les cas, de les regrouper, de les vérifier manuellement. Et eux, et voilà. Et en fait, eux, ils vont aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, pendant que nous, on est en train de perdre du temps à parler de Stop Covid, eh ben, en fait, une application qui va sans doute ramener très très peu d'informations pour plein de raisons, hein, parce que les gens, parce que ça marche pas si bien que ça, hein, que plein de gens ont des smartphones trop vieux pour que ça tourne dessus, parce que ça leur bouffe trop d'énergie, parce que voilà, pour énormément de raisons, en fait. Pendant ce temps-là, bah, vous avez vu, à Nancy, il y a déjà plusieurs foyers qui ont été identifiés, ça a été traité, les gens sont identifiés, et puis on interroge les gens. Alors oui, on en ratera toujours un peu, mais enfin, voilà, on parle beaucoup de Stop Covid, alors voilà, il y a un vrai traitement aujourd'hui manuel qui est absolument nécessaire, qui est d'ailleurs fait, et voilà, et ces informations-là aussi, elles devront être protégées, mais ça, on n'en parle pas. Donc voilà, on est en train de s'abriter derrière cette espèce de fantasme de l'application qui répondra à tout. Et le dernier point, hein, qui est donc là aussi, quand on cherche les bénéfices et les risques, on oublie de traiter les questions de dépendance. Et alors, vous avez parlé par exemple des dépendances des masques, mais il y a aussi eu la dépendance aux médicaments de réanimation. Hein, il y avait beaucoup d'opérations ont été annulées parce qu'il y avait des médicaments de réanimation qui n'étaient pas produits en France et qu'il a fallu qu'on a dû attendre. Mais quand on prend dans le numérique, on a ce même genre de choses. La dépendance numérique, elle n'est jamais prise en compte. En général, on veut quelque chose qui marche. Sans se dire ah oui, mais genre de choses, je suis en train de leur confier mes données, est-ce que je peux récupérer mes données, si ça devient trop cher, est-ce qu'on va pouvoir changer d'application facilement, toutes ces questions-là, voilà. Tout un ensemble de choses qui ne sont jamais prises en compte. Donc, il y a des pays qui se sont joliment débrouillés avec ces questions, tout simplement en confiant les traçages à des agences secrètes, n'est-ce pas, comme Shin Bet en Israël. Et là, au moins, on a plus ou moins confiance. Mais est-ce qu'on a envie non, vous avez vu sur les services militaires russes, c'est pourtant des professionnels, hein, ils ont tout intérêt à être anonymes et ça ne marche pas. Donc peut-être, je ne sais pas, si Shin Bet est meilleur, ça je ne peux pas vous le garantir, mais voilà, à partir du moment où on collecte et on centralise des données, elles risquent de fuir et il y a peut-être que c'est un Nigeria de 14 ans qui va savoir s'en servir, quoi. Merci beaucoup, Yves, pour ces remarques. Donc, c'est catastrophique parce que nous sommes plus ou moins tous d'accord. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui nous dit non, vous n'avez rien compris. Un Cédric O qui va nous dire que ces gauchistes sont de nouveau en train de se plaindre, etc. On aurait dû inviter le PDG de la société Too High, qui est à Metz, qui a déployé le système de reconnaissance faciale dans le stade de Metz, qui est en contact avec le ministère du Bonheur, je ne sais plus dans quel émirat, du côté de l'Arabie Saoudite,
et qui fait des offres promotionnelles à la police pour vendre des logiciels qui permettent de détecter des attroupements de personnes. Donc, et c'est pas loin, il habite à Metz, hein, donc on aurait dû l'inviter. Je me suis déjà La pris la prochaine tête fois. avec lui. Mais... C'est le goût pour ce fantasme. Très bien. Merci pour toutes ces remarques. Pierre William qui est avec nous, je crois. Et tu voulais dire quelque chose? Oui, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait, oui. Ok. Oui, non, je voulais juste revenir. Maxime disait un truc, il faisait le parallèle avec le vote électronique. Et alors, même s'il y a des différences, je trouvais que c'était intéressant. Parce que le vote électronique, il y a eu pas mal de débats, en particulier dans le monde des logiciels libres, autour de cette question. Et alors, Maxime disait, il y a tous les problèmes techniques pour s'assurer que les systèmes de vote fonctionnent correctement. Mais il y a aussi le problème politique, et le problème politique de savoir que n'importe quel citoyen puisse avoir accès à l'ensemble de la méthode par laquelle on élit des représentants politiques. Et c'est parce que le système où on pose un bulletin de vote dans une urne, c'est compréhensible par tout un chacun, même sans connaissance technique, et chacun peut y participer. Chacun peut dépouiller les bulletins. Et donc, on n'est pas dans une boîte noire, et tous les systèmes de vote électronique, actuellement, sont des boîtes noires. Soit c'est des boîtes noires parce que on ne sait pas comment c'est fait, le code source est fermé, on ne sait pas comment ça marche, on sait que c'est censé nous donner le résultat, mais on ne peut pas vérifier exactement comment ça fonctionne. Et même quand le code source est ouvert, il faut pouvoir comprendre ce code source pour avoir accès au fonctionnement du système. Et pour cette question de l'application Stop Covid, je pense qu'il y a un parallèle à faire parce que cette application, elle est une boîte noire pour l'utilisateur final, le citoyen qui n'a pas de connaissances techniques. Même si le code était accessible, je ne sais pas s'il l'est, ça m'étonnerait, même si le code est accessible, ce serait que pour des techniciens ou des personnes pouvant comprendre le code. Et donc, on est face à la possibilité que peut-être demain, on va dire à quelqu'un, tu ne peux pas aller travailler, tu ne peux pas rentrer dans ce lieu-là, parce que l'application Stop Covid a dit que tu avais une chance d'être porteur. Et du coup, on va, avec une boîte noire, se permettre de dire à des gens d'avoir tel comportement ou tel autre. Et c'est ça aussi qui est problématique, je pense, au niveau de démocratie. Oui, complètement. Je pense que ça c'était l'un des critères qui était avancé par la revue Nature comme critère d'exigence, hein, la question de la disponibilité du code. Et d'après ce que je sais, oui, il n'est pas entièrement accessible. Donc, merci beaucoup pour ces remarques tout à fait pertinentes. Dites, oui. Il y a des parallèles à faire. C'est Bruno, pour ceux qui ne sont pas en philo, Bruno Latour a travaillé sur cette question des boîtes noires. Alors, pour la manière dont les sciences fonctionnent, mais il y a beaucoup de parallèles, en particulier pour la reproductibilité des résultats. Et je pense qu'il y a des choses à faire avec ça. Oui, dis donc, certains. Quelle référence philosophique. Je sais que c'est pas, tout le monde n'est pas fan, mais... Bien, merci beaucoup, cher Pierre, pour ces remarques. Je vois qu'on s'approche de la fin, donc je vais bientôt arrêter la transmission, sans doute. Dites-moi si vous avez des remarques, si vous voulez ajouter quelque chose. Anna, je veux bien rajouter une chose rapidement. Vas-y. En entendant pas mal des interventions précédentes, ça me fait penser à une chose que je voudrais dire. J'ai aussi le sentiment que c'est peut-être important de parler de Stop Covid en tant qu'application pour ce qu'elle est dans le moment qu'on est en train de vivre, mais on n'interroge pas assez, non pas les objectifs concrets qui seraient d'aller suivre, enfin d'aller trouver des foyers d'émergence de clusters pour contenir l'épidémie, mais interroger ce qu'on est en train de faire avec la technologie. C'est-à-dire que en parlant de Stop Covid encore aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de probablement l'une des deuxièmes vagues qui va être puissante, conséquente
du confinement et qu'il y ait des décompensations psychologiques massives chez tout un tas de personnes. On voit de plus en plus, au fil, enfin, plus le déconfinement avance et plus on voit des amis, des collègues de la famille qui vont mal et qui font pas les choses qu'ils devraient faire. Et peut-être que c'est plus important, enfin, ça serait plus important de s'occuper de ce problème plutôt que de Stop Covid, qui, en plus, malheureusement pour lui, n'a séduit qu'à peine 2% de la population en quelques semaines et quasiment une application inutilisable du fait de ce manque d'adéquation entre les projections individuelles d'utilité de l'application. Et ça me faisait aussi penser à une autre chose qui est que dans la définition même de ce que doit être cette application et de la manière dont elle a été implémentée, alors, il me semble qu'il y a une partie significative du code qui a été rendue publique. C'était juste pour répondre à Pierre précédemment. Les choses ont été pensées pour des types d'usages particuliers qui sont très auto-centrés sur les usages des gens qui ont développé l'application. C'est évidemment pas la même problématique de vivre aujourd'hui en France et de devoir aller dans le métro pour aller travailler que de vivre à Nancy où on peut prendre un vélo pour, bon, peut-être pas tous les gens qui habitent à Nancy, mais une partie importante de la population peut se déplacer en vélo. Et le bien fondé de cette application et les usages qui vont derrière n'ont rien à voir si on est à Paris, si on est à Nancy et si on est dans la campagne. C'est quelque chose qui me semble a été complètement écarté de la pensée du développement de l'application et qui explique aussi en partie le désamour pour l'application. Merci, merci beaucoup pour ces remarques. Mais de toute façon, je pense que oui, la chose qui ne cesse de m'obséder, c'est la chose qui a été citée par Samuel tout au début. Quel que soit le gouvernement actuel, on ne sait pas ce qui va arriver en 2022. Donc, on est vraiment dans... C'est très sympa, toutes ces promesses d'arrêter cette application au moment où l'épidémie s'arrête, mais tout cela est rarement aussi bien fait avec la transparence qui soit nécessaire. Chers amis, chers camarades, est-ce qu'il y a de dernières remarques que vous voudriez faire avant que nous terminions? Tout va bien, tout le monde a été satisfait. C'est bon? Bon, super. Donc écoutez, merci beaucoup. J'arrête la